nous sommes en guerre. L'idée, c'est de marier la science et la culture. Bonsoir à tous. Bienvenue, cher public, à notre jeu débat. S'interroger sur le sens, je pense que c'est assez essentiel. Je crois que c'est une question importante, effectivement. Comment imaginez-vous le monde de demain ? Mais si on imagine autre chose? Le monde, par défaut, va pas forcément dans la bonne direction. Il faut accepter de sortir de ce qu'on sait. On va revenir un petit peu sur tout ça. Et tout cela se fera bien sûr avec un souci de rigueur, de scientificité et d'originalité. Bienvenue à la 5e édition du Festival des idées Paris qui, cette année, explore les nouvelles normalités. Je suis Raphaël Costambé-Kamzinski, le directeur du festival. Le Festival des idées Paris est porté par l'Alliance Sorbonne Paris-Cité, une alliance qui regroupe l'Université de Paris, l'Université Sorbonne Paris-Nord, Sciences Po, l'INALCO, l'École nationale supérieure d'architecture Val-de-Seine et l'Institut national d'études démographiques. Chaque année, le festival met en lumière un enjeu sociétal majeur en invitant des chercheuses et chercheurs de l'ensemble des disciplines scientifiques à se rencontrer, à dialoguer et à échanger avec vous, notre cher public. Notre engagement n'est pas de simplifier le discours scientifique, mais de révéler la complexité des sujets qui nous touchent pour pouvoir les étudier sous tous leurs angles. Cette année, le thème des nouvelles normalités s'est un peu imposé à nous. La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien. Mais cette problématique ne se limite pas à la question de la pandémie. La lutte contre le racisme, le féminisme, la migration sont tant de sujets qui tendent à faire émerger de nouvelles normalités. La normalité est une construction permanente. Elle est nécessairement mouvante et plurielle. Ce sont ces questions que nous explorons cette année. Et tout cela se fera avec rigueur, avec scientificité et avec originalité. Bienvenue donc au Festival des idées 2020. Je passe tout de suite la parole à Loïc Mangin, rédacteur en chef adjoint des hors-séries pour la science, partenaire du festival. Loïc. Bonjour, merci. Merci, donc bienvenue à tous. Je crois que vous êtes à peu près une centaine à nous suivre, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc le thème de cette table ronde, je persiste à appeler ça une table ronde, malgré le fait que nous soyons un peu dispersés à droite à gauche, chacun chez soi. Donc le thème, c'est si on arrêtait de s'en prendre aux animaux. Et donc cette question, dans le contexte de la pandémie, elle prend un relief tout particulier, parce que si on récapitule un petit peu l'histoire de l'humanité, on a été de tout temps confronté à des agents pathogènes transmis par les animaux. Il semblerait que ça se soit accéléré avec la domestication du fait de contacts plus importants avec les animaux, quasiment sous le même toit. Et depuis quelques décennies, il semblerait que cette tendance s'accélère encore. Il suffit de citer le VIH, le SRAS, la fièvre du Nil occidentale, Ebola, le H5N1, Zika, et le petit dernier, SARS-CoV-2, grâce à qui nous sommes tous encore chez nous. Et donc, cette tendance, cette accélération, en fait, elle illustre un rapport particulier de l'homme à la nature, et plus particulièrement aux animaux, puisque dans cette accélération, on peut incriminer la surexploitation de l'environnement, la déforestation pour répondre aux besoins, et notamment l'élevage intensif. Et donc les conséquences sont la disparition des espèces qui s'accélère, la souffrance animale qui est de plus en plus mal supportée, et on en est à remettre en cause la consommation de viande. Donc c'est autant de questions sur les relations entre hommes et animaux dont on va discuter avec nos deux invités. Donc Camille Brunel, qui est journaliste, critique de cinéma, militant de la cause animale et auteur de La guérilla des animaux, paru chez Alma en 2018, et qui vient de publier son deuxième roman, Les Métamorphoses. Deuxième invité, Valérie Chancigot, historienne des sciences et de l'environnement, et autrice notamment des Français et la nature, chez Actes Sud en 2017, Les combats de la nature, chez Buchet-Chastel en 2018, et tout récemment, Une histoire de la domestication animale, chez Delachaux et Niestlé en 2020. Et donc, dans ce dernier ouvrage, elle retrace notre relation ambiguë au monde animal, et c'est toute cette relation qu'on va questionner ensemble pendant les 3 quarts d'heure qui vont suivre. Donc voilà, donc je vais commencer avec vous, Valérie. Donc dans votre dernier ouvrage, vous insistez sur le fait de prendre en compte le temps long pour bien comprendre notre rapport aux animaux. Est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu ça? Oui, c'est que
on a l'habitude, lorsqu'on entend parler de cette question animale, de cette relation aux animaux, de la volonté d'améliorer nos relations avec les animaux, on a souvent l'impression que les problématiques, les questions qui se posent viennent d'apparaître comme ça. Alors que pour une bonne part, les problématiques actuelles sont le fruit, l'héritage de processus qui s'inscrivent sur des temps beaucoup plus longs, beaucoup plus anciens, et que d'une certaine façon on est amnésique de notre propre passé, ce qui nous prive en fait souvent d'une finesse d'analyse que l'on pourrait avoir si on avait, comment dire, un tant soit peu plus de culture par rapport à ces questions-là. Par exemple, si on regarde la faune sauvage, on pourrait parler de la même façon de la flore sauvage, mais on va s'arrêter là juste à la faune sauvage. L'état de dégradation extrêmement important actuel de la biodiversité animale, cette dégradation n'a pas commencé hier, elle a commencé il y a beaucoup plus longtemps que ça, et on peut dire qu'on voit actuellement une sorte de fin de tragédie qui a débuté durant la préhistoire. Donc on est vraiment De fin sur des de tragédie? mécanismes... Ouais. Oui, De fin c'est-à-dire de que si tragédie? on... Oui, l'acte final en quelque sorte. C'est-à-dire que si on regarde, je vais prendre un exemple, les orang-outans qui connaissent actuellement une régression très forte, ils existent dans peu de régions en Asie du Sud-Est, en Bornéo, en Indonésie, mais leur répartition actuelle qui est déjà microscopique est la réduction d'une répartition qui était beaucoup plus large et qui a débuté à la préhistoire. Au moment où l'être humain arrive dans le sud-est asiatique, il y a des orang-outans dans le sud de la Chine, en Thaïlande, en Birmanie, dans l'est de l'Inde, et là, à partir de là, il y a une régression constante qui va se faire, et que les derniers poches de résistance où on trouve encore des orang-outans, c'est encore une fois la dernière étape d'une histoire qui n'est pas une histoire très joyeuse et qui a débuté effectivement à la préhistoire. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est au dernier acte, d'une certaine façon, parce que pour beaucoup d'espèces, notamment de grande taille, de mammifères de grande taille, on peut vraiment s'interroger sur leur avenir sur Terre. Et dès qu'on regarde les espèces, que ce soit les grands prédateurs, que ce soit les éléphants d'Asie ou d'Afrique, que ce soit les grands singes, voire tous les singes, pas mal d'oiseaux, effectivement, on se demande si dans 50 ans, un siècle, ces espèces auront tout simplement survécu. Donc c'est pour ça que je parle d'une sorte de tragédie qui a commencé il y a bien longtemps, parce que comme c'est le principe de la tragédie, on sait comment ça va se passer. À chaque instant, les acteurs de cette tragédie pourraient s'écarter d'une sorte de destin inéluctable. Et en fait, la tragédie telle que racontée par les auteurs antiques montre une sorte de processus inéluctable. Alors je ne sais pas si le processus est inéluctable pour les éléphants, les grands singes et les autres espèces, mais disons que ça paraît quand même assez mal parti. D'accord. Donc, en fait, le sort des orang-outans est scellé depuis bien avant l'invention du Nutella, quoi. Disons que l'invention du Nutella n'a pas aidé au sort des orang-outans. Et que d'une certaine façon, encore une fois, la faune que l'on voit, et notamment la grande faune, parce qu'on a des éléments plus tangibles pour elle, sont les survivants du passage de l'espèce humaine sur cette planète. C'est-à-dire les espèces qui existent aujourd'hui, c'est celles qui ont pu survivre au contact des êtres humains et qui étaient un tant soit peu compatibles aux transformations apportées par l'espèce humaine aux écosystèmes. Il faut bien imaginer que la transformation des écosystèmes dès la préhistoire est quand même assez majeure, notamment parce que l'être humain est un super prédateur, c'est un chasseur, c'est l'espèce quand même animale qui est capable de chasser le plus grand nombre d'espèces
de tout le règne animal. Je veux dire, c'est un prédateur tout à fait particulier. Il domestique très très tôt le chien, enfin le loup qui devient le chien, et il maîtrise le feu. Le feu est un redoutable agent de transformation des paysages. Donc tout cela additionné fait que le passage de l'espèce humaine, son expansion sur la planète s'accompagne partout de vagues d'extinction assez importantes d'animaux, notamment de grande taille, simplement parce que c'est eux qui laissent le plus de traces. Imaginez un papillon a beaucoup plus de mal à se fossiliser, que ce soit sous forme de chenille ou sous forme d'un adulte, qu'un vertébré qui a toujours des dents ou quelques os qui peuvent survivre. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'époque où on était juste des chasseurs-cueilleurs, il y avait un respect de l'animal qui était différent de celui qui a suivi la domestication? Finalement, là, c'est vraiment un rapport de domination qui s'est installé. Alors qu'avant, je sais pas, si on prend par exemple les habitudes des peuples amérindiens de remercier la proie, enfin en l'occurrence l'animal chassé, est-ce que du coup, avec la domestication, le rapport a radicalement changé vraiment avec une notion d'asservissement complet de l'animal? Alors, on est dans une culture qui a un discours qui relève pratiquement d'une mythologie qui fait des peuples de chasseurs-cueilleurs des cultures qui vivent en harmonie avec la nature. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le travail de bon nombre d'anthropologues. Mais tous ne sont pas d'accord. Il y a certains anthropologues qui soulignent à quel point ces peuples, ont un impact non négligeable sur leur environnement. Il y a l'idée, par exemple, de la géographie de la peur qui fait que les peuples de chasseurs-cueilleurs sont obligés de se déplacer parce que le gibier qu'ils chassent, enfin le grand gibier, fuit dès l'arrivée des êtres humains pour éviter d'être tués. Donc l'impact n'est pas négligeable. Et je pense aussi qu'on commet une erreur, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a une sacralisation d'un objet qu'on respecte cet objet. Quand on regarde en Égypte antique, beaucoup d'animaux étaient sacralisés, le chat par exemple, mais pas seulement. Et qu'est-ce qu'on faisait de ces chats sacralisés? On les coupait en bouts pour les vendre à des pèlerins qui venaient fréquenter les temples. Et on a trouvé des centaines de milliers, mais vraiment des quantités vertigineuses d'animaux fossilisés, sacralisés et sacrifiés pour ces cultes. Donc la notion de sacralisation, il faut vraiment s'en méfier parce qu'une pratique religieuse n'implique pas ce que nous appelons avec notre culture quelque chose qui serait du respect. Quand on dit à un animal je te remercie de te faire tuer, l'animal, de son point de vue, il est quand même tué. Donc il faut arrêter avec ça. Et donc du coup, qu'est-ce qu'a changé la domestication ? La domestication a radicalisé, ça a été un instrument de transformation encore plus radicale des écosystèmes qui étaient déjà en cours. Ça n'a pas créé une transformation radicale des écosystèmes, simplement on a changé de vitesse. Comme l'industrialisation a changé de vitesse, comme les voyages et la première mondialisation à la Renaissance avec les premiers voyages de Christophe Colomb et le premier empire ibérique, qui a été le plus grand empire de toute l'histoire de l'humanité, également ont participé à ce changement de vitesse. On est dans une étape, dans une marche en fait, on est dans un escalier et la domestication représente une marche. Et clairement, le premier but de la domestication, c'est transformer des espèces sauvages en quelque chose qui soit compatible avec le mode de vie humain, c'est-à-dire qu'on a pris des espèces sauvages, on les a transformées pour qu'elles puissent supporter la vie qu'on allait leur offrir après dans les élevages ou dans les habitations. Et ce faisant, l'être humain s'est doté d'un formidable outil pour transformer encore plus les écosystèmes. Oui, à chaque fois, le processus s'accélère. Mais du coup, on peut faire un distinguo entre les animaux qui sont aujourd'hui dits de compagnie et les animaux qui servent plus à l'alimentation. D'une certaine façon, oui. Enfin, c'est compliqué, oui et non. Tout simplement parce qu'on n'attend pas le même comportement
d'une vache laitière et d'un chien de compagnie. Les Anglais ont une jolie expression, ils appellent les petits chiens, ils appellent ça des toy dogs. Je trouve que ça explique plus que c'est que nous. C'est vraiment des tout petits chiens par rapport à l'ancêtre loup. Enfin, c'est assez vertigineux. Mais dans les deux cas, il s'agit de répondre à des besoins humains et à des impératifs humains. C'est-à-dire que, par exemple, la transformation, pour toutes les espèces, quelle qu'elle soit, quel que soit le but de cette domestication, a abouti à une réduction, c'est l'un des aspects, c'est pas le seul, mais la réduction du cerveau ou des masses cérébrales. Chez le porc, c'est le plus impressionnant, puisque 30% de son... il a vu une réduction de son cerveau, 30% du fait de la domestication, et cette réduction n'est pas anodine, c'est parce que ça permet aux animaux de perdre ce qui pourrait les rendre indépendants. Parce que si vous avez des animaux en élevage, à la première occasion, ils vont se mettre à fuir, ou à la première occasion d'être agressifs, ça va pas le faire quelque part. Donc la domestication permet de les rendre, encore une fois, compatibles avec les impératifs de la vie à proximité des êtres humains. Et certains aspects qu'on adore, moi la première, chez le chat, chez le chien, c'est des éléments qui viennent bien plus des sélections faites par l'être humain que par la, comment dire, la nature immémoriale, je ne sais pas comment exprimer, de ces animaux. C'est bien des caractéristiques qu'on a ajoutées, bien plus que des caractéristiques propres à ces espèces. Et quand on compare, parce que ça c'est très facile, le loup et le chien, on voit bien que ce qui rend, comment dire, si le chien est aussi performant, c'est parce qu'il arrive à avoir une interaction avec les êtres humains que le loup n'est pas capable de faire. Le loup est capable d'autre chose, mais pas de ça. On a même vu récemment une étude qui montrait que le chien était doté de muscles qui lui permettaient de rendre son regard beaucoup plus expressif dans ses interactions avec les humains que les loups n'ont pas, par exemple. Il y a énormément de choses. Oui. Non, allez-y, allez-y. Non, allez-y. D'accord. Non, je voulais juste rajouter, parce qu'en gros, j'ai parlé de domestication pour l'alimentation et pour la compagnie, mais il y a un troisième aspect qui est abordé dans votre livre, c'est l'aspect sacrifice religieux. Oui, c'est ce qui est très impressionnant, c'est quand on regarde le régime alimentaire des peuples préhistoriques, tant est qu'on puisse le reconstituer avec précision. Il faut toujours avoir beaucoup de prudence, d'autant qu'il y a beaucoup de variations en fonction des habitats ou des régions habitées. Des peuples qui vivent dans le Grand Nord n'ont pas la même alimentation que des peuples qui ont le même type, je dirais, d'industrie que des peuples qui vivent dans des déserts ou sur des côtes. Donc il y a des grandes variations. Mais il est clair que les peuples préhistoriques avaient une alimentation extrêmement carnée. Aucun n'était végétarien, par exemple, clairement. Et lorsqu'émerge l'agriculture, avec l'élevage et la culture, autrement dit la domestication végétale et animale, on observe partout un effondrement absolu de la consommation d'animaux. C'est-à-dire on ne domestique pas principalement pour la viande ou pour le lait. On domestique par exemple les bovidés pour la force de travail et certainement pour d'autres besoins, notamment le besoin d'animaux pour être sacrifiés. Les grands sacrifices réclament parfois des centaines de bovins, par exemple, ayant le même âge, le même sexe, la même couleur de fourrure, la même disposition des cornes. Et ça, on ne peut pas aller le chercher dans la nature. Il faut mettre en place des élevages pour pouvoir répondre à la demande. Donc, l'idée qu'on a remplacé de la faune sauvage par de la faune domestique pour se nourrir, c'est pas exact. On a remplacé, encore une fois, il y a beaucoup de variations régionales, etc. Il faut avoir de prudence. Là, je généralise parce que c'est nécessaire pour l'exercice. Mais les causes de la domestication des mammifères, des grands mammifères en dehors du chien,
n'ont pas à voir directement avec l'alimentation. C'était pas pour répondre aux besoins d'alimentation carnée. Et juste pour ajouter, si on regarde en fait, si on considère l'histoire de l'humanité, des peuples agricoles, ceux-ci sont essentiellement végétariens, la consommation de viande est très faible, sans doute quelques kilos, pas plus, en dehors des élites. Les élites mangent énormément de viande, mais l'ensemble des peuples, eux, mangent quasiment jamais de viande. Un peu de gras, un peu de lard, ça s'arrête là. Un peu de lait et de fromage, quand il y en a, et tous les peuples n'en ont pas, loin de là. Donc c'est vraiment la domestication n'a pas pour but réellement de permettre une alimentation carnée. Une alimentation végétale, oui, mais carnée, certainement pas. D'accord. Camille, maintenant je vais discuter un petit peu avec vous. Donc dans votre dernier roman, le deuxième, Métamorphose, les humains deviennent des animaux, même s'ils sont déjà des animaux en fait à la base. C'est bien si vous êtes déjà... Ah mais je suis un animal comme tout le monde. Normalement, ça fait perdre les repères un petit peu. Voilà. Les métamorphoses, c'est l'histoire d'une pandémie de métamorphose. Voilà, c'est traité sur le mode le plus réaliste possible. Un peu comme Spielberg pouvait raconter la guerre des mondes du point de vue d'une famille. Là. Et il n'y a rien à faire. On ne peut pas l'expliquer. On peut juste espérer que ça ne va pas frapper trop près de chez nous, trop fort. Et ce que j'ai voulu faire... un petit peu, oui, voilà. Sauf que Kafka, lui, parlait de ses problèmes à lui. Et moi, j'essaie de parler de problèmes un peu plus globaux. Généraux. Enfin, c'est pas pour dire que finalement les problèmes de Kafka se retrouvent partout aussi, mais ce que je voulais raconter, c'était le sentiment d'être dépassé par voilà, les multiples dérèglements qui nous frappent, nous, notre génération en ce moment, dérèglements climatiques, qui sont des choses qui arrivent pour la première fois depuis des dizaines de milliers d'années, avec une force et une ampleur qui nous dépassent. On a l'impression que la raison et notre empire rationnel sur le monde commence à se fracturer un petit peu, à se fissurer un petit peu. Et j'ai voulu raconter ce sentiment-là via la littérature fantastique. D'accord. Et donc, pour le coup, il y a quelque chose qui est très important quand on aborde la question des rapports entre animaux et humains. Il y a l'idée d'individualiser chaque animal. Je crois que c'est une question importante pour vous. Oui, je pense qu'il faut que tout le monde commence à individualiser chaque animal, en fait. Il ne s'agit pas seulement d'individualiser les animaux qu'on connaît, mais de reconnaître ce fait, en fait, qui commence enfin à sortir un peu des abysses, qui est que chaque animal est un individu. Chaque animal tient à sa vie, a une perception du monde qui lui est propre, des souvenirs, une expérience qui le distingue de ses semblables. Il ne s'agit pas seulement d'individualiser voilà, les chats, les chiens, les chevaux, ceux dont on peut faire, ceux dont on peut éprouver l'individualité, et voilà, régulièrement. Voilà. Mais de commencer à se rendre compte que même au fin fond de la jungle du Congo, les gorilles sont des personnes, qu'au Serengeti, dans les troupeaux, les gazelles sont des personnes et se reconnaissent entre elles. On sait dans le cas des moutons qui sont capables de reconnaître une quantité de visages différents, alors que nous, on met 3 moutons l'un à côté de l'autre, on a l'impression qu'ils sont tous les mêmes. Les hyènes, je crois, sont capables de reconnaître genre plus de 80 visages. Enfin, c'est quelque chose de complètement vertigineux. Alors que rien ne ressemble plus à une hyène qu'une autre hyène de notre point de vue, ce qui nous a en fait poussé pendant des années à imaginer que les animaux étaient, puisqu'ils étaient les mêmes à l'extérieur, ils étaient les mêmes à l'intérieur aussi. Ce qui a évidemment alimenté l'idée qu'on pouvait les fabriquer et les tuer sans que ce soit mal, puisqu'en gros, on tuait personne, on fabriquait de la matière, quoi. Et voilà, donc mon roman propose d'individualiser les animaux via la fable, en disant que c'est les humains qui se transforment en animaux, mais ça correspond à quelque chose de très réel, qui est la nécessité de commencer à envisager les animaux sauvages comme domestiques, en fait, comme des personnes. D'accord. Parce que pour le coup, ça, on imagine que c'est beaucoup plus facile d'individualiser des animaux quand on les fréquente. Par exemple, les primatologues, qu'on prenne Jane Goodall ou Sabrina Krief, elles donnent des noms aux animaux qu'elles étudient. À l'inverse, moi, je ne vois pas des hyènes tous les jours, donc j'ai tendance à globaliser les hyènes. L'idée de hyène.
Non, il y a un très bon compte Twitter qui s'appelle Hyena Project et ils sont en Éthiopie évidemment et les hyènes ont des prénoms. Ouais. Mais Jane Goodall a dû se battre hein, pour pouvoir donner des prénoms aux chimpanzés et évidemment ça faisait pas partie du protocole scientifique qui imposait qu'on envisage, c'est une sorte de un héritage qu'on appelle l'héritage behavioriste où il fallait absolument analyser les animaux en fonction de leur comportement et ne rien inférer de ce qui pouvait s'être passé à l'intérieur de leur tête parce qu'on ne pouvait pas le voir. Mais cette méthode d'approche en fait des animaux, si on l'appliquait aux humains, nous amènerait à douter de l'intelligence humaine en fait. En fait, on sait qu'on est des personnes en tant qu'humains parce qu'on a le bénéfice de l'introspection, mais si on enlève l'introspection et qu'on commence à analyser les humains en tant que behavioristes à la manque, là, on va se retrouver avec les mêmes réserves que vis-à-vis des animaux. Ce qui est un peu dommage. Et pour le coup, puisque vous abordez l'idée d'humain, est-ce que nous-mêmes, on n'a pas tendance à faire ça quand il s'agit, je sais pas moi, de populations qui habitent à l'autre bout du monde ou de groupes qui finalement auxquels on n'est pas trop apparenté par les habitudes, par ce genre de choses, on va globaliser et généraliser. Est-ce que c'est pas finalement une caractéristique typique? Ce qui bien sûr entraîne des problèmes, sans doute. Oui, voilà. Oui, bah de dire que tous les Asiatiques se ressemblent, ce qui doit marcher évidemment dans le sens inverse, de penser que tous les Européens se ressemblent. Oui, en fait, l'idée c'est que il faut apprendre à regarder l'autre dans sa spécificité. Moi, j'aime bien la métaphore de l'air d'opéra. Quand on connaît rien à l'opéra, on a l'impression que tous les airs d'opéra se ressemblent. Et puis, au bout d'un moment, quand on en écoute vraiment beaucoup, on commence à entendre des distinctions qui paraissent complètement... Moi, je fais ça avec les musiques de films, les musiques de Hans Zimmer. Tout le monde me dit que c'est toutes les mêmes. Moi, je suis pas du tout d'accord. Et en fait, c'est pareil avec les peuples humains ou avec les animaux. C'est vrai que quand on les connaît pas... l'idée fondamentale derrière tout ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas plus d'altérité animale qu'il y a d'altérité humaine. C'est-à-dire qu'on nous a longtemps raconté qu'il y avait une sorte d'altérité animale qui était une sorte d'absolu de l'altérité, le truc impénétrable, incompréhensible. Descartes est passé par là, ouais. Ouais, et moi je pense que je comprends probablement mieux ma chatte Padmé avec qui je vis que certains humains avec qui je pourrais échanger. Que ce soit des gens qui parlent ma langue ou que je connais, ou des gens, a fortiori, des gens à l'autre bout du monde qui vivent dans la jungle, qui chassent le paresseux à l'arc ou ce genre de choses. Il n'y a pas plus d'altérité animale que d'altérité humaine. Il y a juste l'altérité. Et c'est tout. Finalement, c'est une question d'attention, quoi. En gros, si on fait attention à l'autre, que ce soit un autre humain ou un autre représentant d'une autre espèce animale, puisque on va garder les humains dans le genre animal. C'est vraiment une question d'attention et peut-être de symétrie. En gros, est-ce qu'on peut imaginer que l'autre va nous regarder de façon individuelle ou pas? Bien sûr. Bah, c'est un peu ça, les métamorphoses, c'était l'idée enfin mon bouquin, c'est l'idée de jouer cette symétrie, puisqu'on a très longtemps parlé de ce qu'il y avait d'animal chez l'humain, et donc moi j'ai voulu raconter ce qu'il y avait d'humain chez l'animal. Et ça, on commence de moins en moins à craindre de se perdre dans les abîmes de l'anthropomorphisme, dans la mesure où on a des outils de plus en plus précis qui nous permettent de connaître les animaux, au sens où vous employez le mot tout à l'heure, de les suivre plus longtemps. On n'est plus seulement obligé de voir des baleines quand elles font surface. Maintenant, on peut savoir à quelle profondeur elles plongent, qui elles fréquentent, avec qui elles discutent, ce genre de choses. Et voilà, ces outils de connaissance intime des animaux nous permettent de découvrir que ce qu'on connaît depuis très longtemps chez les humains, parce que les humains, on les fréquente et on leur parle, existe en fait depuis beaucoup plus longtemps chez les animaux sauvages. Oui, pareil. Quand on avait discuté pour préparer cette table ronde, on avait parlé des orques, je crois. Ouais. Ah oui. Les orques ont été l'espèce sociale, l'espèce la plus empathique, enfin les orques, les cétacés, hein, les cétacés en général, je fais vraiment pas de différence là-dedans, mais qui ont évolué bien longtemps avant les humains et qui étaient capables d'empathie, de jeu, de venir en aide à d'autres, à leurs semblables, de venir en aide à d'autres espèces peut-être, puisqu'on sait qu'elles le font aujourd'hui, donc elles le faisaient probablement il y a 5 millions d'années quand nous on était encore dans les arbres.
Donc pendant très longtemps, oui, les cétacés ont été l'espèce la plus intelligente sur Terre. Et elles le sont toujours, en fait. Il n'y a pas vraiment de compétition, mais il serait temps qu'on arrive à se rendre compte que les animaux étaient là où on en est arrivé, nous, il y a 100 000 ans, il y a très longtemps, quoi. D'accord. Donc je vois des questions d'internautes qui commencent à arriver. Donc pour l'instant, ça a trait à la domestication, mais c'est normal parce que Valérie a discuté, Valérie a parlé en premier. Donc Valérie, à partir de quel moment peut-on dire qu'un animal est domestiqué? Et moi, j'aurais presque envie de rajouter, est-ce qu'à l'inverse, un animal peut se dédomestiquer? Alors, je vais répondre à la seconde parce qu'elle est plus simple. La réponse est non. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la domestication doit être soigneusement distinguée de l'apprivoisement. On peut aller chercher dans la forêt un animal sauvage, le mettre chez soi, et peut-être qu'à force de comportements bienveillants, quoiqu'à l'origine, c'est pas spécialement bienveillant d'aller le chercher dans la forêt, mais à force de comportements bienveillants, cet individu va avoir une transformation de son comportement. Sauf que ce que j'ai fait, cet apprivoisement n'est pas héréditaire. Lorsqu'il va mourir, même s'il donne une descendance, sa descendance ne va pas hériter de l'expérience qu'il aura eue à mon contact. La domestication, c'est autre chose. On prend un groupe d'individus et on va faire une sélection. On va garder certains individus, tuer les autres, parce que l'histoire de la domestication est par définition est brutale dans ce sens-là, du point de vue toujours des individus, et en fait, génération après génération, on va effectivement transformer la biologie, la physiologie, le comportement des animaux auxquels on fait subir cette domestication, et les résultats, c'est quelque chose de différent de l'espèce ou des individus sauvages d'origine. Et là, c'est héréditaire. Si on regarde les caractéristiques du chien, par exemple, qui est notamment de fixer le regard des humains avec lesquels il vit, et d'interagir avec eux grâce à cette relation avec cette capacité de soutenir le regard. Ça, c'est quelque chose qui est héréditaire. Un loup, même élevé à sa naissance, n'aura jamais cette capacité-là. Donc, à partir de quand une espèce est domestiquée, tout dépend de la nature de la sélection qu'on lui fait subir, la durée de la sélection et du côté systématique. Je vais donner un exemple rapide. Par exemple, les éléphants d'Asie sont considérés comme des animaux domestiques, ce qu'ils ne sont pas. Ce sont des animaux pour l'essentiel sauvages, dont on va, par une éducation absolument brutale, briser la personnalité. On va les soumettre grâce à ce traitement qui alterne des périodes où on leur donne ni à manger ni à boire, des périodes où il est brutalisé, puis le soigneur va venir leur donner à manger ou à boire. Bref, on va briser la personnalité. Mais encore une fois, cette éducation n'est pas héréditaire. C'est simplement... Est-ce que vous diriez du coup que le cheval... Est-ce que le cheval est un animal sauvage du coup comme l'éléphant? Parce qu'il faut casser le cheval aussi à un moment donné. Alors, il y a, parce que ça on peut le mesurer, réellement eu une domestication du cheval, même si l'ancêtre sauvage du cheval a disparu. On peut le mesurer par rapport à un certain nombre d'évolutions, toujours les mêmes signes, par exemple l'évolution de la taille du cerveau, mais aussi d'autres caractéristiques. Si on compare globalement le comportement de chevaux, même de chevaux qui sont devenus marrons. Alors, cette expression est importante. Le marronnage désigne des animaux qui sont, j'ouvre des guillemets, retournés à l'état sauvage. C'est simplement des animaux qui se reproduisent loin des hommes de façon libre et indépendante. Les Mustangs aux États-Unis sont des chevaux domestiques qui sont devenus marrons. Mais pour autant, ils ne sont pas revenus à la case de ces chevaux il y a 10 000 ans. Cette sélection qui a été faite est définitive, en quelque sorte.
Et si on compare le comportement de ces chevaux, même les mustangs certains n'ont jamais vu et connu d'être humain par rapport aux zèbres, ben on se rend compte qu'il y a une différence vraiment très forte dans le comportement et que ce à quoi vous faites allusion, cette éducation qu'on va donner aux chevaux pour habituer le port de la selle, le fait de marcher à certaines allures, le fait d'interagir avec les êtres humains, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve avec les chiens. Lorsqu'on éduque les chiens, par exemple, pour obéir au maître, pour éviter... il y a toute une série d'éducations qu'on peut faire. C'est un complément, mais à la base, ce sont bien des espèces domestiques. Et cette éducation n'est possible que parce qu'on a domestiqué au préalable ces espèces. D'accord. Là, j'ai une question d'un internaute qui va me permettre de retourner un petit peu vers le thème de cette table ronde. Et donc la question, je vous la lis brute de décoffrage. Comment prioriser entre la reconnaissance des droits des animaux d'une part et gagner en respect entre êtres humains d'autre part? Oh. C'est une question qui s'adresse à qui? Aux deux. Vous avez 2 heures. En fait, non, vous avez 2 minutes. Mais... Très simplement, moi j'ai vu que on parlait juste avant le début de la conférence d'Élisée Reclus avec Valérie, qui était quelqu'un qui se souciait des animaux, qui était végétarien, mais qui était loin de ne s'occuper que de ça. Et en fait, très souvent, le progressisme innerve dans tout un tas d'autres domaines. C'est difficile d'être progressiste seulement dans un domaine, et vous trouverez très peu d'animalistes qui seront anti-égalitaires quand il s'agit de l'égalité entre les hommes et les femmes ou entre les peuples. Et ce que je trouve assez intéressant avec le combat antispéciste, du coup, qui combat du coup la discrimination des individus, même au titre de l'espèce à laquelle ils appartiennent, c'est que je pense que c'est la base de tout un tas d'autres discriminations. C'est-à-dire c'est un peu comme quand on a essayé de confiner certaines rues de Paris, mais pas d'autres. Et c'était un bordel sans nom. C'est ce qui se passe un petit peu avec les discriminations. C'est-à-dire qu'on autorise à discriminer les animaux. On a le droit de faire tout un tas de traitements absolument innommables aux animaux, mais c'est interdit pour les humains. Et du coup, c'est trop compliqué, ça, en fait. L'abattoir, ça doit être interdit pour tout le monde. Il n'y a pas des vaches qui peuvent. Et c'est la même chose au sein des animaux. C'est-à-dire que c'est très difficile de dire les chiens, il faut bien les traiter, mais les cochons, c'est un peu différent. Et voilà. Et je pense qu'à partir du moment où on priorise le respect de la vie individuelle, et qu'on enseigne que la couleur de peau, le genre ou l'espèce sont finalement des détails, alors la prise en considération morale des individus va gagner en évidence et en puissance. Valérie? Alors moi, alors, je suis historienne, je vais faire mon job d'historienne, c'est-à-dire montrer que s'il y a une idée qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on vient d'entendre par Camille, c'est des arguments qui sont débattus depuis très longtemps. Et par exemple, si on s'intéresse au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, qui essaye de faire une société apaisée, une société basée sur des 3 objectifs, une société où on va combattre tant l'esclavage que la peine de mort et réfléchir à comment donner des droits aux femmes. Imaginez, au XVIIIe siècle, c'était loin d'être gagné. Eh bien, à cette époque, il y a énormément de penseurs qui aussi s'intéressent à la question des animaux et notamment qui luttent contre la cruauté faite aux animaux. C'est un thème qui nous paraît assez lointain aujourd'hui, mais j'aime bien cette idée de combattre la cruauté faite aux animaux. Et pour eux, il ne fait aucun doute, qu'ils soient d'ailleurs progressistes, ou j'en ai juste pour 1 minute, ou au contraire réactionnaires, c'est que la cruauté faite aux animaux n'est pas différente et de même nature que la cruauté faite aux êtres humains, et que par exemple des enfants cruels à l'égard des animaux vont devenir inévitablement des adultes criminels. Et ça montre bien que l'idée qu'il y a d'un côté une question qui serait sociale et de l'autre une question qui serait de l'ordre animal n'a
comment dire, n'est pas légitime du point de vue historique parce qu'elle a souvent été pensée comme la continuité de l'une de l'autre, ou plutôt deux éléments en fait d'un sujet commun. C'est ce qu'explique Rousseau dans l'Émile, ça. Il y a un passage de l'Émile de Rousseau où il explique que il faut surtout enseigner la compassion envers les animaux aux enfants parce que du coup, par contagion, ils seront bons envers les humains ensuite. Et c'est pour rajouter, à la fin du XVIIIe, commence à émerger, par exemple, l'expression nos frères animaux, parce qu'effectivement, ça permet de... C'est un processus linguistique bien connu, ça permet de faire bénéficier, enfin d'espérer de faire bénéficier aux animaux une protection qui s'étend de plus en plus à cette époque, 18e siècle des Lumières, aux êtres humains. Et encore une fois, les mécanismes historiques sont extrêmement clairs, on n'est pas face à une sorte de découverte de quelque chose qui sépare, enfin, qui permettrait la réunion de deux sujets qui étaient jusqu'alors séparés. En fait, on retrouve des débats, encore une fois, qui durent depuis des siècles. D'accord, parce qu'en en fait, dès le 19e siècle, il y a des mouvements qui veulent combattre les massacres des animaux, et en fait, on peut voir là les prémices de tout ce mouvement de protection de la nature qui est bien plus précoce en fait que ce qu'on peut imaginer. Le mouvement de protection de la nature naît véritablement au milieu du 19e. Les mouvements en faveur de la protection, plus exactement du combat de la cruauté faite aux animaux, démarrent à la fin du 18e et sont souvent portés par des gens qui, par ailleurs, par exemple en Angleterre, vont combattre la traite et l'esclavage. Tous ne sont pas aussi clairs dans cette juxtaposition de lutte, hein, clairement. Mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, et ça naît vraiment très très tôt. D'accord. Je vois une nouvelle question d'un auditeur, d'un spectateur. Donc, si on mesure la réussite d'une espèce à sa prolifération, du coup, est-ce qu'on peut dire que certains animaux domestiques ont particulièrement bien réussi d'un point de vue évolutif, même si Non. la sélection naturelle là-dedans? Camille? Non. Bah, l'espèce d'oiseau la plus répandue sur Terre aujourd'hui, c'est le poulet, et ça doit être aussi l'espèce d'oiseau qui souffre le plus. Donc je suis pas sûr que ce soit un succès. En revanche, si le peu d'orang-outans qui restent sur Terre étaient des animaux heureux, je pense qu'ils auraient déjà plus de succès, mais ils sont tellement en train de combattre, de craindre en fait pour leur vie en permanence qu'on ne peut pas parler de succès pour eux non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que la prolifération me semble pas, à part dans le cas des choses en fait, des trucs pas trop sentients comme les virus, qui sont, enfin que je mets vraiment à part dans les animaux, hein, les poulets c'est pas une success story du tout, non. Ni les vaches, ni les Valérie? cochons. Bah, tout le problème, c'est que veut dire la réussite d'une espèce. Quelque part, la réussite d'une espèce, c'est de se maintenir dans le temps, durer. Mais encore une fois, j'ai des doutes sur le sens de enfin, ce que peut signifier la réussite d'une espèce. Je vois pas trop. D'accord. Parce que d'un point de vue purement génétique, qui est le prisme de la sélection naturelle, effectivement, on pourrait aller dans ce sens-là. D'un point de vue Oui, mais purement dans ce génétique. cas-là, ça n'a rien à voir avec la prolifération. Il y a des espèces qui ont des effectifs extrêmement faibles et qui semblent exister sans changement trop visible, tout au moins depuis extrêmement longtemps. Le nombre d'individus, parce que prolifération, ça évoque le nombre d'individus, n'a rien à voir avec ce qui ferait durer dans le temps une espèce. D'accord. Je vois l'heure qui passe, il nous reste 2 minutes pour aborder la consommation de la viande, ce qui va être très compliqué. Voilà, et donc ça c'est à rapprocher de cette dénonciation des conditions d'élevage. Et donc ma question était, est-ce qu'il n'y a pas en fait dans la consommation de viande deux choses à voir? D'une part les conditions immondes d'élevage, et d'autre part le fait de consommer de la viande. Est-ce qu'on peut les distinguer ou pas?
S'il faut répondre vraiment en 30 secondes, moi j'aurais tendance à dire que les conditions d'élevage, c'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment la mise à mort à terme, parce que l'animal ait bien vécu ou pas, la mise à mort est rarement de l'ordre de l'euthanasie. Sur la viande, et du coup maintenant il ne reste plus que 15 secondes, je pense que c'est un héritage archaïque en fait, de la période où on devait en manger, où on n'avait pas le choix. Et c'était une époque où on n'avait pas de technologie, enfin pas la technologie d'aujourd'hui, et où surtout il y avait moins d'1 milliard d'humains sur Terre. Maintenant, on est 10 milliards, on a une technologie monstrueuse et on tient encore à se comporter comme le monde d'avant et ça crée un monstre du coup. Et c'est pour ça que je pense que la consommation de viande doit s'arrêter très vite, de vrai. Valérie, Un le mot de élément la de fin. réponse Un élément de réponse se trouve sous la plume de Fernand Braudel. Fernand Braudel, grand historien français, qui s'intéresse à une histoire un petit peu globale. Il s'intéresse notamment à au succès de la civilisation européenne et de la civilisation chinoise. Et ce qu'il fait remarquer dans un de ses textes, et il le fait d'ailleurs plusieurs fois, c'est que plus le nombre d'êtres humains augmente dans un lieu, plus cette population tend à être végétarienne. Il établit vraiment une sorte de relation de causalité entre la consommation de viande et la densité des populations, ce qui est clairement observable partout. Or, à notre époque, où on est de plus en plus nombreux sur Terre, ça serait peut-être assez intéressant de s'intéresser à l'histoire de l'humanité. Très bien. Eh ben, il me reste à vous remercier de ce débat passionnant, qui est malheureusement vraiment trop court. On aurait pu tenir encore des heures et des heures avec plein de questions. Mais je vais rendre la parole à l'équipe du Festival des idées pour la suite. Et donc, à nouveau, je vous remercie. Je vous remercie à vous. Je vous remercie vous aussi, auditeurs et spectateurs. Avec plaisir. Merci. Et ne quittez pas, on peut échanger après hors ligne. Mais à mon tour de vous remercier, merci Valérie, merci Camille, merci Loïc et merci bien entendu à notre cher public pour sa participation. Vous pouvez revisiter cet événement sur la web TV du festival dès ce soir. Et je vous rappelle la conférence de notre soirée d'ouverture à 19h donnée par Laurence Toubiana. Et dès à présent, vous pouvez switcher de chaîne, car notre prochain événement, Comment bien gérer une crise, commence dans 1 minute. Merci encore à vous et à très vite. Merci. On peut applaudir comme en vrai. Ah oui, comme ça. Merci.